Bonjour, bienvenue. Ecorama, émission spéciale enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, 23e édition. Et votre invitée à présent, Véronique Bédag, la PDG de Nexity. Bonjour. Bonjour David. Content de vous retrouver. Tous les ans, on est bien. On est très bien ici. Il y a pire. Hein. Bon, il y a pire et il faut le dire, il y a des marchés immobiliers. Enfin, mais tous les marchés immobiliers, location, anciens, neufs. En plateau à Paris, on a reçu Jacques Herman, le DG d'Altaria, qui nous a dit que la crise du logement pourrait durer au moins 5 ans. Oh là, il est très pessimiste, Jacques. Bon, en tout cas, il est vrai qu'il y a une crise, et vous l'avez dit vous-même, c'est systémique. Quand on produit moins de logements neufs, par définition, il y a moins de mouvements dans l'existant, il y a moins de locations disponibles. Et surtout, ce qui se passe, je pense, d'un point de vue très sociologique, c'est qu'aujourd'hui, il est très difficile pour des nouveaux entrants, des gens qui ne sont pas encore installés, je pense à des jeunes, des étudiants, des gens qui rentrent dans la vie active, des personnes qui veulent changer de ville parce qu'ils ont un travail ailleurs, ou des gens qui décohabitent. Il va être vraiment très compliqué de trouver un logement. C'est ça la crise du logement, au-delà des chiffres, c'est vraiment la vie des Français, une grande difficulté à trouver un logement. Et qu'est-ce qui a été fait? On a eu un plan de logement qui a été décrié par l'ensemble des professionnels, quels que soient les promoteurs, constructeurs, enfin on a tout eu, agents immobiliers. Qu'est-ce qu'on ne garde rien de ce plan? Tout le monde a dit qu'il n'était pas à la hauteur des enjeux, alors qu'on nous avait promis quand même un Big Bang quand même de la construction. Je pense qu'on nous avait surtout promis une politique générale et complète du logement qui n'est pas encore dans les conclusions du CNR. Il faut quand même être juste. D'abord, on a eu une première ministre qui s'est exprimée sur la politique du logement. Ça n'était pas arrivé depuis le début du mandat du président. Elle a dit, c'est un problème très important pour les Français. Elle a dit, je le prends à bras-le-corps et je le mets au centre de ma feuille de route. Bon, donc maintenant, il faut voir ce qui se passe. Il faut que l'intendance suive. Je pense qu'il y a 3 sujets très importants qui étaient dans le plan, qui doivent désormais se déboucler. Le premier point, c'est l'État va engager un dialogue avec les collectivités territoriales, qui sont au fond les premières donneuses d'ordre sur le logement. Bon, ça, il faut que ça s'engage, et il faut que ça s'engage sans tabou. Elle a ensuite dit, on va ouvrir à plus de communes sur le territoire le dispositif du logement intermédiaire où investissent des institutionnels. Très, très important. Moi, j'entends dire qu'il va y avoir 200 communes éligibles parce qu'il faut pouvoir construire du logement intermédiaire dans des villes qu'on veut réindustrialiser ou dans des villes où l'État investit massivement en cœur de ville. Donc ça, moi, j'attends cette liste. Il faut qu'elle sorte. Je ne sais pas où elle est. Je comprends qu'elle circule. Il faut qu'elle sorte le plus vite possible. Et puis, Elisabeth Borne a dit aussi, on va revoir les modalités d'imposition des revenus qui proviennent de la location. Alors, on entend ce qu'on entend. Je pense qu'il va y avoir effectivement, au fond, un resserrement des dispositifs pour les logements touristiques de courte durée, mais il faut aussi rendre de la rentabilité à l'investissement en logement. Donc ça, c'est annoncé, et nous, on dit il faut que ces décisions soient prises fin juillet. L'immobilier, c'est de l'investissement productif, assurément, parce qu'à la tête de l'État, moi je crois que dans une interview que le président de la République a donnée à Challenge, il y a le sentiment que l'immobilier n'était pas considéré comme un investissement productif. Ah, je pense que oui, c'est ce que j'ai entendu aussi à la tête de l'État. On a entendu la même chose. Oui, bien sûr. Vous avez du ticket quand vous entendez ça. Ah non, mais j'ai failli tomber de ma chaise, sauter sur ma chaise. Non, mais ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, je pense que aussi l'État commence à se retrouver parce qu'on voit bien que quand on pousse de la réindustrialisation dans certaines villes, il faut les logements qui vont avec. Donc il n'y a pas d'investissement productif sans logement. Mais donc c'est une question de réglementation, c'est une question de foncier, c'est une question de permis de construire, c'est une question de moyens. Quand on compare la France d'ailleurs par rapport aux autres pays, on dépense moins, plus, pour des résultats qui sont évidemment discutables. Oui, moi j'adore quand on dit ça, mais on impose aussi bien davantage. Vous connaissez le système de la taxe foncière dans les pays européens? Est-ce qu'on a l'IFI dans les pays européens, vous pensez? Donc moi je pense que donc les aides, c'est la contrepartie de toute la fiscalité. On n'arrête pas de nous en parler, mais les aides c'est 38 milliards, il y a 90 milliards de prélèvements sur le secteur du logement, soyons sérieux. Moi, j'ai jamais vu des libéraux. Les libéraux, d'habitude, ils commencent non pas par dire on dépense moins, mais on libère le secteur et on allège la fiscalité. Regardons la fiscalité sur le logement. La taxe foncière, aujourd'hui, c'est près d'un point de rentabilité. C'est énorme. Ne retirez pas aux collectivités l'une des rares ressources. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire qu'on a supprimé, au fond, aux collectivités, et c'est quand même ce gouvernement, ce président qui l'a fait, on leur a retiré la taxe d'habitation, on leur a retiré la taxe professionnelle, il ne leur reste que la taxe foncière. Oui. C'est le seul élément qui leur reste. Et donc, quand ils ont besoin d'argent, c'est là-dessus qu'ils tapent, ils tapent sur le logement. C'est quand même un cercle vicieux absolu. Donc, je disais tout à l'heure, il faut un dialogue avec les collectivités territoriales, mais qui soit sur tous les secteurs et sans tabou. On parle de moyens aussi.
on va pas, évidemment, il n'y a pas une seule solution qui règle le problème, mais quelles sont les 3 décisions de politique publique à prendre en matière de logement en France pour sortir de cette crise globale qui touche tous les marchés de l'immobilier? Moi, je pense que déjà, on ferait, sans inventer la roue une 3e fois, mettre en œuvre les décisions annoncées par Elisabeth Borne avant d'en chercher d'autres, ce serait déjà très bien. Faisons-le, discutons avec les collectivités territoriales, étendons le régime du logement intermédiaire et révisons la fiscalité du logement loué. C'est ça qu'il faut qu'on fasse déjà. C'est annoncé, il n'y a qu'à faire. Il y a une question de déficit public aussi en France qui ne vous a pas échappé. On est à 5 points de déficit public. Si on réduit la fiscalité, enfin, c'est pas l'ordre du jour, mais vous la compensez où? Je pense surtout que quand on parle logement intermédiaire, on parle TVA à 10%. Ouais. Alors, moi j'ai eu cette discussion plusieurs fois. On peut tout laisser à 20%. Mais 20% de zéro, ça va vraiment faire zéro en termes de recettes publiques. Je ne vous parle même pas des droits de mutation dans les budgets des collectivités territoriales. Si on relance un peu le mouvement, même avec une TVA à 10%, vous aurez quand même un peu de recettes de TVA et aussi un peu de droits de mutation dans les budgets des collectivités territoriales. Parce que de toute façon, la chute de la TVA, au rythme où on va, ça va arriver. La chute des DMTO, ça va arriver. Donc de toute façon, le sujet, il est là. Après, on a entendu tous les promoteurs immobiliers pousser de concert des cris d'orfraie au moment de l'annonce de la suppression du Pinel. Et en même temps, certains disent, mais pourquoi est-ce que la construction en France a toujours besoin d'avoir des petits coups de pouce? Parce qu'elle est très imposée. Et voilà, et on revient à la discussion qu'on a eue juste avant. Elle est très imposée. Voilà. Les libéraux, normalement, ils commencent... L'immobilier est trop imposé en France. Mais oui, bien sûr que c'est trop imposé. Mais vous voyez bien pourquoi. Faites-nous une flat tax aussi sur l'immobilier. Pourquoi? Sur tous les revenus financiers, mais sur l'immobilier, c'est différent. Parce que c'est pas productif. Oui, mais je vais vous dire un truc, au moment où vraiment on aura une crise sociale, je ne sais pas très bien de quoi on va parler en termes de productif. On l'a vu, la crise sociale, ça coûte combien la crise sociale là? Après, il y a ces ventes de logements neufs. Après, ces ventes aux réservations, j'ai vu les chiffres. C'est les réservations. Sur le premier trimestre, chiffre Fédération des promoteurs immobiliers, 50%. Je ne pense pas que c'était tant que ça, je pense que c'était moins un tiers. Mais oui, peut-être sur les réservations, c'est Ah, c'est sur les particuliers. Sur les particuliers. Oui, sur les particuliers. Et sur les particuliers, c'est assez mécanique. Est-ce qu'on touche le fond de la piscine? Est-ce qu'on y reste? Ou est-ce que c'est là encore pour durer? Là, je pense qu'on est quand même au fond de la piscine. Ce qui se passe, malgré tout, c'est que les banques, pour plein de raisons, ont beaucoup réduit la production de prêts immobiliers. Je crois que le dernier chiffre sorti par la Banque de France, c'est moins 50%. Alors, c'est 11 milliards sur le mois de juin. Voilà, donc moins 50%. Et vous prenez en référentiel une année exceptionnelle. Si on se compare par rapport à 2017-2018, on revient à 11 milliards de production de crédit sur le mois de juin, au niveau qu'on avait, et personne à l'époque disait qu'il y avait une crise sur le marché immobilier en France. Moi, je ne sais pas de quoi on parle, en fait. Les Français ont du mal à se loger. Est-ce que c'est une crise ou pas, ça? Les étudiants ne trouvent pas de logement pour aller dans les universités. Parce que les promoteurs sont trop chers. Non, il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre. Il y a pas d'offre. C'est le foncier? Non, c'est le fait qu'aujourd'hui, d'abord, il y a une partie de nos concitoyens qui ne peuvent plus acheter, qui sont considérés comme étant trop modestes. Et donc, le gouvernement a prorogé le PTZ dans les zones denses, là où les plus modestes ne peuvent pas acheter. Et puis aujourd'hui, on ne trouve plus des grands investisseurs, des grands assureurs pour acheter du logement et pour nourrir le marché de la location. Parce que ça n'est pas assez rentable. On y revient. Et ça sera de moins en moins avec des taux d'intérêt qui remontent. Bien sûr. Soit dit en passant. Alors, si on prend un peu de recul par rapport à tout ce que c'est dit. Et donc la crise, c'est d'abord la crise des Français. Moi, je pense que c'est d'abord la crise du logement, c'est la crise des entrants, c'est la crise des jeunes. Moi, je ne cesse de dire, on ne traite pas bien nos jeunes, on ne s'en préoccupe pas. On va leur dire bonjour, vous ne pouvez pas acheter, mais c'est tellement bien d'être juste dans l'usage. Ben oui, en fait, ils ne sont pas du tout sur ces sujets-là. Et puis ils sont dans l'usage parce qu'ils n'ont pas le choix. Et parce qu'ils n'ont pas le choix. Moi, je veux bien qu'on soit dans tout, mais ils ont le choix, ils n'ont pas le choix. Et on leur dit, ben oui, puis en fait, de la location, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas pas pour toi. Et donc, tu restes chez tes parents. Mais enfin, nous, on n'aurait jamais accepté ça, nos âges enfants. Donc la crise, c'est celle-là. La crise, c'est une crise sociale. Et en même temps, certains vous diront, Véronique Bédag, que... Alors, on construit moins. Ça, on l'a dit. Il y a moins de logements neufs qui sont vendus. En même temps, les prix continuent d'augmenter. Et pour beaucoup, certains se disent 6%, j'ai les chiffres. Non, là, je pense que 6% sur un an les prix. Là, je pense que c'est ancien. Là, je pense que c'est ancien. Et n'oubliez pas, quand on dit augmentation de prix, ça dépend de quelle zone on parle. Il suffit qu'il y ait des territoires, que les structures de territoire soient pas tout à fait les mêmes et ça donne des augmentations de prix. Honnêtement, je ne pense pas que les prix augmentent en ce moment. Je ne le pense pas. Dans le neuf, on parle du neuf. Oui, on parle du neuf, ni dans l'ancien d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on dit aux Français, encore une fois, qui disent c'est trop cher le neuf et qui regardent les promoteurs en disant, j'ai posé cette question déjà à Jacques Herman, le patron, le directeur général d'Alteria, je lui dis, mais c'est vos marges. Il m'a dit, mais les marges, on prend 3-4% sur un projet qui nous prend 5 ans. Il me dit, c'est pas délirant, mais donc...
Comment on fait pour faire baisser les prix d'un logement neuf? Ça, c'est une vraie question. Moi, je n'ai pas de solution miracle. Vous savez que nous, on investit dans le modulaire. Oui. C'est-à-dire qu'on se On va en dit parler que sur le modulaire est probablement une façon de baisser les prix, mais ça ne sera pas sur tous les territoires, à tous les endroits. Nous, modulaire, pardon, c'est-à-dire c'est du préfabriqué? C'est du préfabriqué, et qui est vraiment super, hors site. Ouais, c'est ma question, c'est vraiment super. Parce que l'image... Oh, vous avez tous des préjugés, c'est terrible. Non, vraiment, il y a eu beaucoup de progrès. L'entreprise auquel on a... L'entreprise auquel on s'associe aujourd'hui, c'est d'abord une boîte de tech. C'est une boîte qui a un logiciel qui permet à un architecte d'intervenir. Donc, il y a un architecte qui intervient. Et nous, on a fait un salon de la construction bas carbone il y a un mois. Il y avait cette maison préfabriquée. Je vous assure, David, je vous emmène et je vous dis c'est du préfabriqué, vous me dites non. Non. Bon, mais ça, on ne peut pas l'industrialiser. On pourra un jour. Hein. Nous, on pense que faites ça avec j'ai vu avec un partenaire britannique, c'est ça? Ouais, Top Hat. Et puis, par exemple, vous savez qu'on vient de signer un partenariat avec Carrefour pour retravailler avec eux des sites d'entrée de ville ou de cœur de ville. On se dit, nous, que évidemment, le modulaire, et je vous assure que c'est super, peut avoir un sens. Par exemple, quand vous intervenez dans une ville dense en entrée de ville et que vous ne devez pas perturber l'exploitation du site, le modulaire est une vraie solution. Et je vous assure que vous avez des préjugés et que les temps ont changé. Non, si vous en avez, David, vous en avez. Et avec un coût réduit de combien? Avec un coût pour l'instant qui est équivalent, mais avec une RE 2020 niveau 2031. Donc, on a un bas carbone extrêmement élevé. Et pour revenir au sujet dont vous parliez tout à l'heure, vous dites, Véronique, que le prix du neuf s'est élevé. Oui, le prix du neuf est élevé, mais moi, je vois sur le marché s'écarter les niveaux de prix de logements très efficaces en énergie et pas du tout efficaces en énergie. Il va y avoir aujourd'hui, nos concitoyens, quand ils achètent pour vivre, ils regardent évidemment la facture potentielle d'énergie, ils ne se font pas tellement d'illusions là-dessus. Et je pense qu'entre les passoires thermiques, qui sont, comme on l'indique, des passoires thermiques, et le logement neuf, très performant en carbone, dans lequel vous n'aurez pas besoin de faire de travaux les 15 années qui viennent et hyper performant en énergie, les prix vont s'écarter. Ça, je pense que c'est ce qui... À part le modulaire, pour faire baisser le coût du neuf, le prix du neuf, à part faire du modulaire, du préfabriqué, entre guillemets préfabriqué, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme piste? Il faudrait que le prix du foncier... Sans que ce soit trop coûteux pour les finances publiques. Tout le monde pense que le prix du foncier, enfin beaucoup de gens pensent que le prix du foncier va baisser, c'est une bonne question. Mais moi, je ne sais pas si le prix d'un bien rare va vraiment baisser. C'est une bonne question économique. Ouais. Vous avez 2 heures. Bon, et sinon, dans les autres pistes, il y a quoi d'autre? On pourrait parler des maires, et on n'est pas là pour taper dessus, mais il y a toujours cette question des maires. Les maires bâtisseurs, parfois, sont battus aux élections parce que il faut aussi tenir compte du point de vue des administrés qui n'ont peut-être pas envie non plus. Donc là où vous avez raison, c'est que l'acceptation d'un peu plus de densité, qui n'est pas si simple. Hein, c'est mieux dit que ce que j'ai dit là. Oui, mais enfin, c'est à peu près, je dis quand même la même chose. L'acceptation de plus de densité, évidemment, ça fait baisser les coûts. Hein. C'est construire un immeuble de 10 logements, le coût au logement est plus élevé que si vous en construisez un plus grand. Donc moi, je pense qu'il y a des pistes. En tout cas, comme vous l'imaginez, nous, on est vraiment sur ces sujets-là parce qu'il faut qu'on contienne les prix. Mais Nexity l'a toujours porté, cette idée, hein, qu'il fallait que le logement reste abordable. Honnêtement, il n'y a pas de solution miracle. Mais vous voyez bien qu'on est en train au fond, d'explorer toutes les pistes. Avec, on finit là-dessus, Véronique Bédag, la construction bois. J'ai découvert ça, ossature en bois préfabriqué, on y revient hors site. Vous le faites déjà, 2000 logements en France. Oui, mais est-ce que c'est quelque chose, voilà Oui, bien sûr. D'abord, historiquement, c'est un produit e-wood qu'on fait depuis très longtemps. C'est du bois et du béton, parce que nous, on n'est pas théologique sur ces sujets. Hein. On utilise au fond ce qui convient le mieux au meilleur endroit. Et ça reste, cette construction-là, modulaire en 2D, elle reste moins chère que le standard. Bon, est-ce que 2023, on finit là-dessus, sera du même niveau? J'ai plus les chiffres, je crois, 6 ventes de logements collectifs en baisse de 25% en 2022. 2023 sera pire ou on sera du même cabis ou c'est trop tôt pour... Je pense que c'est trop tôt. Je pense vraiment que c'est trop tôt. Et à quand le rebond alors? Toutes choses égales par ailleurs. Eh bien, ce qui serait bien, c'est que le gouvernement mette en œuvre vite ce qu'il a dit qu'il allait faire. Parce que ça donne une bouffée d'oxygène, ça permet d'aller travailler dans des territoires qui en ont besoin. Donc moi, je dis, l'objectif là, c'est que le gouvernement mette en œuvre les quelques mesures annoncées lors du CNR. Et vous avez un retour du côté de l'exécutif sur, pour l'instant, non, il n'y a pas de... Ah non, ça travaille, je pense. Hein. Je pense qu'il travaille, ça. Work in progress, comme on dit. Merci beaucoup. Merci, David. Pour cet entretien. Véronique Bédag, donc PDG Nexity, invitée à la grande interview sur Boursorama, enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci. Merci.